Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie dans laquelle nous allons parler des énergies de réaction chimique. Tout d'abord, découvrons ce que sont les transformations exothermiques ou endothermiques. Lorsqu'un système chimique subit une transformation chimique, il va échanger de l'énergie thermique, notée grand Q, avec le milieu extérieur. En effet, le système peut recevoir de l'énergie de l'extérieur. Dans ce cas-là, l'énergie du système va augmenter, donc le transfert est compté comme étant positif. La réaction sera qualifiée d'endothermique. Endo signifie vers l'intérieur. Tandis que si le système cède de l'énergie au milieu extérieur, dans ce cas-là, le système perd de l'énergie. Ce transfert est donc compté négativement et la réaction est qualifiée d'exothermique, c'est-à-dire un transfert vers l'extérieur. Dans le cas des combustions, il va y avoir un transfert d'énergie du système vers le milieu extérieur. Le milieu extérieur va voir sa température augmenter, par exemple. Et donc, les combustions sont des transformations exothermiques, c'est-à-dire que le transfert Q est négatif. Comment comprendre le caractère exothermique ou endothermique d'une transformation? Pour cela, il faut s'intéresser à l'aspect microscopique de la transformation. Lors d'une réaction, il va y avoir rupture de certaines liaisons parmi les réactifs et formation de nouvelles liaisons afin de former les produits. Pour rompre une liaison, il va falloir fournir de l'énergie au système. C'est donc un phénomène endothermique. Le transfert Q sera positif. Tandis que pour former une liaison, lorsqu'il y aura formation d'une liaison, le système va céder un surplus d'énergie au milieu extérieur. Ce sera un phénomène exothermique. On va définir ce qu'on appelle l'énergie molaire d'une liaison entre deux atomes A et B comme étant l'énergie qu'il faut fournir au système pour rompre une mole de liaison entre ces deux atomes. Elle va généralement s'exprimer en kilojoules par mol. Par exemple, l'énergie de liaison entre deux atomes d'hydrogène est égale à 432 kilojoules par mol. On voit que dans le cas des doubles liaisons, cette énergie est plus importante que dans les cas des simples liaisons. Si l'on veut par exemple transformer une mole de dihydrogène H2 à l'état gazeux en hydrogène atomique, H, il va falloir pour cela rompre une mole de liaison HH. Donc l'énergie à fournir sera égale à l'énergie de la molaire de liaison entre les deux atomes d'hydrogène, que l'on multiplie par une mole, et ce sera égal donc à 432 kJ. L'énergie molaire de liaison va nous permettre de comprendre ce qui se passe à l'échelle de la réaction chimique, et donc nous allons définir l'énergie molaire de réaction. Dans le cas des combustions, cette définition se fait pour une mole de combustible. L'énergie molaire de réaction, qui est notée ER, qu'on appellera aussi énergie molaire de combustion, est égale à l'énergie associée à cette réaction chimique. Lorsqu'il y aura rupture de liaison des réactifs, le système va alors recevoir de l'énergie de l'extérieur, tandis que lorsqu'il y aura formation des liaisons pour former les produits, le système va céder de l'énergie au milieu extérieur. L'énergie molaire de réaction va donc correspondre à l'énergie associée à la réaction chimique lorsque on a une mole de combustible parmi les réactifs et que l'on va obtenir les produits. Pour définir cette énergie molaire de réaction, nous allons passer par un état fictif dans lequel tous les atomes sont libres. Et donc, pour passer des réactifs à des atomes entièrement libres, eh bien, pour cela, le système doit recevoir de l'énergie de l'extérieur, et cette énergie qu'il doit recevoir, c'est la somme de toutes les énergies de liaison des réactifs. À l'inverse, maintenant, pour passer des atomes libres aux produits, le système va céder de l'énergie qui sera égale à la somme des énergies de liaison de l'ensemble des produits, cette énergie étant négative. Et donc, l'énergie molaire de réaction sera égale à la somme des énergies molaires de liaison parmi les réactifs, moins la somme des énergies molaires des liaisons des produits. Donnons l'exemple de la combustion du méthane. L'équation de la combustion du méthane nous dit qu'une mole de méthane va réagir avec 2 moles de dioxygène pour donner 1 mole de dioxyde de carbone et 2 moles d'eau. Nous avons mis ici les représentations de Lewis afin de voir les différentes liaisons qui existent dans les réactifs et dans les produits. Donc, lorsque nous allons passer à un état fictif où les atomes sont libres, il va y avoir ici rupture parmi les réactifs de 4 moles de liaison
carbone-hydrogène et 2 moles de liaison oxygène-oxygène, ceci étant des doubles liaisons. Et lorsque nous allons passer des atomes libres au produit, il va y avoir formation donc de 2 moles de liaison carbone-oxygène et 4 moles de liaison oxygène-hydrogène. Donc nous allons pouvoir calculer l'énergie molaire de réaction comme étant égale à 4 fois l'énergie molaire de liaison carbone-hydrogène pour le méthane qui va se rompre, plus 2 fois l'énergie molaire de liaison de la double liaison oxygène-oxygène, qui vont se rompre également, et moins 2 fois les énergies molaires de liaison carbone-oxygène qui vont se former pour le dioxyde de carbone, moins 4 fois l'énergie molaire de liaison pour l'oxygène, oxygène-hydrogène pour la formation des molécules d'eau. Donc après application numérique, nous trouvons une énergie de réaction qui est égale à moins 804 kJ par mol. Cette énergie est négative, ce qui nous montre que le système va céder de l'énergie au milieu extérieur, ce qui correspond bien à une transformation exothermique et ce qui correspond bien au cas des combustions. À partir de cette énergie molaire de réaction, l'énergie totale libérée par une réaction chimique va dépendre de la quantité de matière petit n de combustible qui va réagir. Ainsi, pour une énergie molaire de réaction ER et une quantité de combustible petit n, l'énergie de réaction E sera égale à n fois l'énergie molaire de réaction. L'énergie libérée par la réaction sera, elle, comptée positivement. Il s'agit de l'énergie qui va du système vers l'extérieur. Cette énergie libérée sera donc égale à la valeur absolue de l'énergie E, l'énergie de réaction calculée précédemment. Pour les combustibles, on va aussi souvent utiliser le pouvoir calorifique. Le pouvoir calorifique, c'est l'énergie libérée par la combustion d'1 kg de combustible, qui en unité du système international est en joules par kilogramme, mais que l'on trouvera très souvent en mégajoules par kilogramme, étant donné les échelles d'énergie libérées. Ainsi, la combustion d'1 kg de méthane va libérer une énergie de 55,6 mégajoules, et à l'opposé, ici, du tableau, nous avons la combustion d'1 kg de bois qui va libérer 17,5 mégajoules par kilogramme. Donc le pouvoir calorifique nous permet de comparer plus pratiquement les énergies libérées par différents combustibles. En effet, pour un même parcours qui demanderait la même quantité d'énergie, nous savons ainsi quelle masse de combustible nous devons emporter. Et donc, si nous voulons l'énergie libérée par la réaction, ce sera simplement la masse de combustible multipliée par le pouvoir calorifique.